Nous avons décidé de parler de l'insertion des élèves en difficulté d'apprentissage en classe dite régulière. Ce sujet est un sujet à débat depuis déjà plusieurs années. Les difficultés d'apprentissage sont détectées à l'école quand l'élève n'atteint pas le niveau exigé pour sa tranche d'âge. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un trouble permanent d'origine neurologique qui perturbe l'acquisition, la compréhension et le traitement de l'information. Ces troubles sont regroupés sous le terme vulgarisé de troubles dys, tels que dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, etc. Au Québec, avant les années 60, les élèves handicapés n'avaient pas le droit à la scolarité. Ce n'est qu'au cours d'années 60 et 70 avec le programme Parents que fut mis en place un réseau de classes et d'écoles spéciales destinées à répondre aux besoins de ces élèves. À l'automne 1996, le ministère de l'Éducation rendait publiques les grandes orientations de la réforme de l'éducation qui visent à mieux prendre en compte l'évolution des besoins de la société. Le défi à relever est grand, et il est encore plus grand pour les élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage, difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Aujourd'hui, selon le MEC 1999, les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont intégrés en classe ordinaire, conformément à la politique de l'adaptation scolaire et au plan d'action pour soutenir la réussite des élèves en difficulté. Selon des données provenant du ministère de l'Éducation, 61% des élèves étaient en classe régulière entre 2003 et 2004, plutôt que dans une classe spéciale, alors que 10 ans plus tard, ce chiffre grimpe à 69%. Entre 2015 et 2016, le ministère de l'Éducation a recensé plus de 200 000 élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles. La grande majorité est constituée d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Sujet polémique, l'intégration des EHDAA a été abordée dans les médias au cours des dernières années. La rencontre du 25 octobre 2010, tenue par la ministre Lynn Beauchamp et les partenaires de l'éducation, a porté exclusivement sur l'intégration des élèves en difficulté dans des classes ordinaires, ainsi que les conséquences sur les élèves n'ayant aucune contrainte. L'intégration des élèves EHDAA apporte plusieurs avantages, autant pour les élèves que pour les enseignants. Donc, pour commencer, je vais parler des avantages pour les élèves. L'intégration des enfants en difficulté d'apprentissage et en classe régulière permet d'inculquer les valeurs de l'entraide, d'ouverture à la différence pour tous les élèves. Elle offre également l'occasion d'apprendre sur les différences, de les accepter et de les respecter. Donc, en effet, lorsque dans la classe, il y a plusieurs élèves qui ont différentes origines, différents niveaux de difficulté, différents bagages, ça leur permet de partager leur expérience, mais aussi de s'entraider et l'enseignant va encourager le respect des différences, ce qui va les suivre plus tard lorsqu'ils vont devenir des citoyens dans notre société. Par exemple, si on met un élève fort avec un élève plus faible, ils vont s'entraider et ça va apporter du positif pour les deux élèves parce que l'élève plus fort va se sentir valorisé d'enseigner à la personne. Il va aussi, en expliquant, il va mieux comprendre son raisonnement par rapport à son apprentissage. Et l'élève qui est en difficulté, lui, va se sentir un peu moins discriminé que c'est toujours l'enseignant qui doit l'aider et va aussi se sentir un peu plus normal, si on pourrait dire. Au contraire, les classes spéciales augmentent la stigmatisation des élèves en difficulté d'apprentissage
parce que dans ces classes-là, les élèves sont isolés, ils sont dans une autre classe, ils ne côtoient pas les autres élèves de l'école, donc ils ne vont pas se faire amis avec eux et c'est plus difficile pour eux de se sentir valorisés parce qu'ils sont ciblés comme ah, eux, ils sont pas bons, eux, c'est les élèves en difficulté par les autres élèves de l'école. L'intégration permet de faire avancer les élèves en difficulté, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on utilise l'entraide, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir plus de soutien de l'enseignante. Elle permet une meilleure estime de soi pour les élèves qui se sentent valorisés parce qu'ils vont voir aussi qu'ils ont d'autres forces, que ce n'est pas nécessairement juste leurs difficultés sur lesquelles on les cible. Elle invite les personnes présentant une déficience à vivre une vie autonome et productive. Lorsqu'on met des élèves en difficulté ou ayant une déficience intellectuelle dans une classe régulière, c'est comme une mini-société, ça les habitue plus tard à vivre dans une vie où ils doivent côtoyer des personnes qui ne sont pas nécessairement comme elles. Elles permettent aussi à l'élève de s'intégrer dans un milieu qui correspond à un environnement qu'on dirait naturel. Pour les enseignants, il y a aussi beaucoup d'avantages. L'intégration scolaire génère de moindres coûts aux directions ou aux commissions scolaires en évitant l'entretien de 2 systèmes scolaires. Au lieu d'avoir 2 plus petites classes, donc 2 enseignants, il y en a juste une qu'on regroupe, donc évidemment, ça coûte moins cher. L'enseignant, quant à lui, ça lui permet d'évoluer en tant qu'enseignant, de devenir un meilleur enseignant, non seulement pour les élèves en difficulté, mais pour tous les élèves, parce qu'il doit toujours se tenir aux dernières nouvelles, aux dernières approches éducatives pour aider ses élèves en difficulté, mais ça aide aussi les autres élèves qui ont peut-être un 70, mais ils vont arriver à 80 parce qu'ils peuvent aussi s'améliorer en utilisant diverses pédagogies. Par exemple, la pédagogie universelle, c'est une pédagogie où tu dois réfléchir à toutes les difficultés qu'un élève peut avoir et à quelle adaptation tu dois faire, mais pas seulement pour un élève, mais pour tous tes élèves. Par exemple, si les élèves ont besoin de coquilles, c'est pas seulement l'élève qui aurait un trouble de difficulté d'attention qui aura le droit de les avoir, mais tous les élèves, quand ils ressentent le besoin, peuvent l'utiliser. Donc, ça te permet aussi de être flexible dans tes apprentissages. Donc, finalement, elles permettent à l'enseignant d'être vraiment créatif et ça lui permet d'améliorer la qualité de ses interventions en se questionnant toujours sur comment devenir meilleur. Maintenant, on va voir que tous les thèmes des débats constituent aussi des inconvénients. On va voir les raisons contre. Certains travaux révèlent que les enseignants éprouvent des difficultés à composer avec une diversité d'apprenants et ne se sentent pas outillés pour relever ces défis. Alors, il y a toujours des problèmes, des difficultés à créer des diversités entre un enseignant et l'autre. Puis, des fois, il n'y a pas assez de matériel pour outiller les enfants. Cette perspective peut s'avérer très épuisante pour l'enseignant qui multiplie les interventions spécialisées à mesure que les besoins particuliers se manifestent dans sa classe. Cela n'est pas sans rappeler la situation des enseignants québécois qui expriment, par l'intermédiaire des différentes tribunes médiatiques, leur sentiment d'impuissance relativement à l'intégration et le désir d'obtenir plus de ressources pour les enfants en difficulté. On retrouve aussi de l'épuisement professionnel par le manque de ressources et le manque de temps. On voit que les enseignants sont souvent très, très fatigués par la charge de travail. Il y a un manque de formation également dans les universités. On suit un cours ou deux par rapport à cette problématique, puis on considère que ce n'est pas assez continu quant aux différentes problématiques liées aux enfants en difficulté. De la même manière, le nombre d'élèves en difficulté ne permet pas nécessairement de diminuer le nombre d'élèves dans une classe. Par exemple, si un enfant n'a pas reçu des codes
On ne peut pas diminuer le nombre d'élèves dans la classe. Pour avoir une cote, il faut faire des évaluations qui sont souvent très dispendieuses pour les parents qui vont au privé. Si ces parents-là décident de rester dans les publics, la liste d'attente peut s'avérer très, très longue. Également, le dépistage dans cette situation est tardif et le diagnostic n'est pas toujours juste. Également, la différenciation peut créer de la frustration chez les élèves. Par exemple, quand l'orthopédagogue vient chercher l'élève, ce dernier peut se sentir étiqueté. Ces situations peuvent lui provoquer un certain malaise. Les plans d'intervention répondent plus à des normes administratives qu'aux besoins des élèves et ceux qui les encadrent. On voit que c'est des fois très théorique puis moins pratique dans la vraie vie. La présence de plusieurs intervenants pour une même classe rend la gestion des classes plus compliquée. On voit que des fois, il y a des orthopédagogues, des TES, des enseignants qui tous essaient de travailler ensemble, mais des fois, la gestion se termine pour être plus compliquée. Finalement, il y a une diminution du temps dans les interventions individuelles de l'enseignant auprès des autres élèves de la classe. L'enseignant doit se concentrer plus sur les enfants qui ont la difficulté en laissant un peu de côté les enfants qui n'ont pas. Et il y a ici une différenciation dans l'enseignement. La réussite éducative des élèves en difficulté représente un défi exigeant à la fois pour tous ces élèves et pour les personnes qui les accompagnent. L'atteinte de cet objectif ne sera possible que si l'ensemble de la communauté éducative s'engage à aider les jeunes à réussir sur les plans de l'instruction, de la socialisation et de la qualification. Donc, l'intégration amène de nombreux avantages si ce n'est pas une intégration dite sauvage. Sans aide et soutien du milieu scolaire, peut-être serait-il bien que le nouveau ministre de l'Éducation se penche sur cet enjeu en allouant un budget qui permet de mieux les intégrer.